7h37, Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous lancez votre campagne présidentielle. Hier, défilé de la France insoumise. Insoumise. Et je lisais le Figaro ce matin qui vous qualifiait d'artilleur de Stalingrad. L'artilleur de Stalingrad. Non mais écoutez, ça vous va? Ça vous va? Pourquoi pas? Stalingrad, c'est la bataille qui a retourné la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Les Russes ont payé cher, 20 millions de morts au total, pas qu'à Stalingrad. Pourquoi pas? Non, c'était un beau moment d'abord de bonheur collectif, parce que vous vous en doutez, il y a de la joie à se retrouver comme on s'est retrouvé. Le défilé des Insoumis, c'était quelque chose de nouveau qui ne s'était jamais fait. On fait des défilés de mode, mais c'est la première fois qu'on faisait un défilé avec des métallos, des cheminots, des gens du secteur de la santé et combien d'autres, je vais en oublier, j'ai 18 cortèges. Et donc je crois que c'est un beau lancement, parce qu'il faut ça pour une campagne présidentielle. Il ne faut pas que des choses froides, il faut des choses chaudes, c'est la participation populaire. Vous moquez des partis politiques, du Parti communiste, vous êtes parti à l'écoute de cette... Enfin, vous moquez. À l'écoute de cette France, Bourdin, vous voulez ma mort, je me moque de personne. Non, je vais y revenir. À l'écoute de cette France insoumise, alors la France insoumise... Question toute simple et directe ce matin. Demandez-vous aux cheminots, grévistes de la CGT et de Sud, de stopper la grève? Sûrement pas, si on me demandait si j'avais à donner un avis. Non, je vais d'abord vous dire une chose. Moi, j'ai décidé une bonne fois pour toutes avec mes amis du parti de gauche, nous ne nous mêlons pas des stratégies syndicales. Parce que il y a plusieurs syndicats dans ce pays, et que dans nos rangs, il y a des gens de tous les syndicats, hein, et des gens qui ne sont pas syndiqués. Par conséquent, quand une parole politique intervient, on embrouillerait tout, et au fond, c'est pas à nous. Vous soutenez les cheminots grévistes? Évidemment. Évidemment, ils ont droit à notre affection, à notre soutien, ils vont encore perdre des journées de salaire, ils défendent un intérêt général, ils défendent l'intérêt du service public, et les gens doivent le comprendre d'ailleurs, parce que mais les gens s'agacent. Mais un accord d'entreprise a été trouvé qui préserve le statut des cheminots. Mais M. Bourdin, c'est vous qui dites ça, ainsi que la CFDT et l'UNSA, ce que je peux parfaitement entendre, mais les autres pensent que non. Et puis nous sommes dans une bataille contre la loi El Khomri, qui est une bataille globale, dont la partie SNCF est évidente pour les cheminots, tels qu'ils me l'ont expliqué. Donc ils mènent leur lutte. Oui. Hein, on est bien d'accord. Je sais que ça embête plein de monde, hein, je le sais. Moi-même d'ailleurs le premier, parce que je suis un usager du train et du métro. Il y a des inondations, il y a bientôt l'euro qui se profile. N'est-ce pas irresponsable? Alors, ce qui est irresponsable, c'est de s'entêter contre les travailleurs. Ça, c'est irresponsable. Alors, regardez, M. Bourdin, souvent c'est accroché ici, mais nous avons en commun quelque chose. Nous sommes des démocrates tous les deux. On n'a pas la même vision de ce qu'il faut faire, ou bien vous n'en avez pas, vous n'en exprimez pas, mais moi j'en exprime une. C'est pas mon rôle. Bon, alors, je le comprends. Alors, regardez vraiment comment sont les choses. Les gens ne veulent pas de cette loi, ils le disent dans la rue. Les parlementaires ne veulent pas de cette loi, ils le disent dans l'hémicycle. Et malgré tout, le gouvernement passe en force. Qui prend en otage qui? 40 personnes, membres du gouvernement, inclus le président de la République, et tous les autres sont contre, y compris une large fraction du patronat. Parce que, M. Bourdin, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la loi El Khomri, en créant un code du travail par entreprise, et en mettant tout le monde en compétition, dans les petites et les moyennes entreprises, tout le monde va s'aligner par le bas. Ce qui avant était une norme salariale, une norme horaire, une norme d'organisation du travail commune à une branche, à un type d'activité, va disparaître. Donc la compétition va faire rage d'une manière terrible entre les entreprises, et il y aura encore des morts. Monsieur Macron, Monsieur Hollande et Valls portent une vision du travail qui ne comprend rien au métier. Il ne sait pas que les gens ont un métier, ce ne sont pas simplement des gens en train de faire un travail à la tâche et étroitement spécialisé, ils ne comprennent rien à tout ça. Et ils ont une vision où tout le monde doit être en compétition avec tout le monde. Le management moderne, c'est pas ça. Le management moderne, ça compte sur la confiance qu'on ne peut pas évaluer, la coopération des gens entre eux. Donc, stop, assez de guerre partout, de tout le monde contre tout le monde. Et puis surtout, on peut dire qu'ils n'y connaissent tellement rien qu'ils sont dans l'ancien management. Vous savez, on contrôle tout le monde, alors il faut faire des fiches d'évaluation sans arrêt. On passe plus de temps à faire des fiches qu'à bosser réellement. Donc tout ça, c'est l'ancien monde. Mais donc vous encouragez la grève? Je la soutiens, j'encourage pas, je fais moi-même grève, donc ça n'a pas de sens. Non, mais d'accord, mais enfin... Mais oui, bien sûr, je soutiens. Vous soutenez, vous encouragez à continuer?
Ben, j'espère, oui. Oui, continuez tant que la loi travail, l'article 2 n'est pas retiré. Voilà. Alors, l'article 2, il va être retiré parce qu'il y aura... Il va être retiré. Ben, écoutez, il va y avoir une motion de censure en juillet. Il est clair qu'il y en aura peut-être même deux, une de gauche et une de droite. Ce n'est pas les députés qui ont choisi ce mode de relation, c'est M. Valls qui dit... mais allez expliquer ça, attendez, pardon, je fais une parenthèse, mais allez expliquer ça à l'étranger. Comment vous faites les Français, mais c'est le bazar chez vous? Oui, parce que chez nous, une loi peut passer si personne ne la vote à l'Assemblée et si tout le monde est contre. C'est possible. Il faut supprimer le 49.3. Bah, c'est la Constitution qu'il faut changer. Je vous le dis chaque fois que je viens vous voir, vous voyez bien à chaque fois que ça se vérifie ce que je raconte. Donc, qu'est-ce qui va se passer en juillet? Il va se passer qu'il y aura 2 motions de censure et j'espère que les gens vont pas trop faire dans la posture et que tout le monde va voter les motions de censure, que ceux de droite vont voter celles de gauche et ceux de gauche vont voter celles de droite, parce que une motion de censure, il y a pour renverser le gouvernement. Ben c'est le moyen de faire autrement. Si vous voulez pas de la loi, faut renverser le gouvernement. Vous voulez renverser le gouvernement? Mais vous souhaitez que le gouvernement soit renversé? Clairement oui. Ben, puisque c'est le seul moyen d'empêcher la loi. C'est pas moi qui ai décidé ça, c'est eux. Valls a dit, ou bien c'est la loi, ou c'est moi. Eh ben très bien, faut enlever les deux, la loi et lui. Vous comprenez? Donc nous n'avons pas eu le choix. Donc, revote. Vote. Vote de quoi? S'il y a le gouvernement renversé. Où vote? Je comprends pas. Ben vote, le gouvernement renversé. Peut-être que dissolution de l'Assemblée nationale. Non, mais ça n'a rien d'obligatoire. Rien obligatoire, mais enfin. Vous irez expliquer ce que vous voulez, mais la loi, la Constitution ne se voit pas ça. Vous souhaitez mais pas un an avant, il faut que l'élection présidentielle ait lieu. Nous sommes en juillet. Donc, en juillet, le gouvernement Valls tombe. Le président de la République prend acte du fait que, il n'y a plus de gouvernement parce que personne ne veut de sa loi. Il remballe sa loi. Peut-être qu'on pourra, alors, écoutez-moi, avoir un beau débat qui est nécessaire sur le travail en France, qui va nous permettre de faire face à des situations de précarité, à la mort au travail, à toutes ces grandes questions du travail, au métier. Monsieur Macron se figure que n'importe qui peut être boulanger, peut être coiffeur, n'importe qui peut être taxi, mais enfin, où il va cet homme-là? Et il veut tout ubériser. Eh bien non, ce n'est pas possible. Il y a des métiers et il faut discuter de tout ça. Alors tout ça s'en va, Monsieur Valls s'en va, le président de la République est obligé de choisir un Premier ministre qui soit quand même un peu plus central dans sa majorité, c'est pas à la droite extrême du Parti Socialiste, comme les Valls, qui veut caporaliser tout le monde. Il prend quelqu'un qui est plus au milieu de tout ça, de son propre parti, et puis on va comme ça à l'élection présidentielle sans faire d'histoire. Et là, le peuple français choisit quelle ligne politique il veut. Mais ça va, il y a une élection dans quoi? Moins d'un an maintenant. On peut calmer un peu tout ça, non? Vous ne croyez pas, monsieur Bourdon? C'est de la polémique. Je comprends que Madame El Khomri est à bout de nerfs, et ça l'a conduit à dire des sottises, parce que ça s'appelle la démocratie, ce qu'elle décrit. Quant à dire que le président de la République est de gauche, il n'y a plus qu'elle pour y croire, parce que la masse des Français ne pense pas qu'il est de gauche. Elle pense qu'il est lui, c'est-à-dire une chose incertaine, plutôt droitière, qui a inventé la déchéance de la nationalité, la loi travail, qui a cassé les pieds à tout le monde. J'ai bien l'intention de le battre, ça c'est clair. Qu'est-ce qui vous donne justement cette force, je sais pas moi, vous avez l'intention, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous pouvez le battre? Parce que j'analyse. Allez-y. Oui, j'analyse la situation. Expliquez-moi pourquoi. Je vois qu'elle est extrêmement volatile. Tous ces gens sont à côté de la plaque. Tout le monde a compris dans ce pays que le problème numéro 1, c'est de changer la règle du jeu, la Constitution. Sauf eux, ils veulent pas, puisque c'est eux qui en bénéficient. Tout le monde a compris dans ce pays qu'il faut pouvoir de temps à autre dire à un élu, ça va, on t'a assez vu, en battant le référendum révocatoire. Il n'y a qu'eux qui n'ont pas compris ça. Tout le monde a compris que nous sommes d'abord des êtres humains, avant d'être de droite ou de gauche, et je ne renie pas le clivage politique, je suis un homme de gauche. Mais nous sommes des êtres humains, donc nous avons des besoins communs, et nous sommes en pleine accélération de la crise climatique et de la catastrophe écologique. Donc il faut faire quelque chose, grand Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils font autre chose. Il faut avoir pour chaque pays un programme qui soit bon pour la planète entière. Alors ça veut dire qu'il faut se penser comme être humain. Voilà la grande mutation politique qu'il faut faire. Alors, moi, ça me donne de la force, parce que, vous savez, j'ai beaucoup vu, j'ai l'expérience, il n'y a pas que des inconvénients à avoir de l'âge, il y a l'expérience. J'ai vu les autres pays fonctionner, j'ai vu des amis essayer de changer la vie. Qu'est-ce qui leur manquait à tous? Ce dont nous, les Français, nous regorgeons. Un peuple éduqué, qui sait tout faire. Vous avez des dizaines de milliers de jeunes gens, là, qui piaffent, qui aimeraient faire, qui ont des diplômes, alors on les emploie, n'importe quoi, au lieu du métier qu'ils savent faire. Alors, avec moi, tout ça va changer. Eh bien, les gens, ils le sentent. Ils sentent qu'on a envie de ça. Moi, je suis comme eux. 12% aujourd'hui dans les intentions de vote. François Hollande est à 14%.
14%. Enfin, il y a la gauche, puis il y a la droite, et l'extrême droite aussi. 8h13 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Pascot, ancien adjoint à la mairie d'Évry, ancien conseiller régional, auteur de Pilleurs d'État aux éditions Max Milo. Philippe Pascot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors bien, écoutez bien ce que va nous dire Philippe Pascot, parce que c'est la réalité. Pourquoi faut-il un casier judiciaire vierge pour être pompier, taxi ou fonctionnaire, et pas pour être élu? Oui, on se pose la question. Votre livre « Pilleurs d'État » aux éditions Max Milo recense tous les abus légaux, je dis bien légaux, dont bénéficient les élus. Alors c'est très très intéressant parce que votre livre Pilleurs d'État, au début est passé un peu inaperçu. Et puis petit à petit, il a fait un tabac. Et aujourd'hui, il se vend d'une façon... Il fait un tabac, vraiment. D'ailleurs, certains médias hésitent à vous inviter. Je sais pas pourquoi. J'ai un journaliste l'autre fois qui m'a téléphoné, qui m'a dit « Putain, Philippe, ton livre est génial, ce qu'il y a dedans, c'est simple, il y a longtemps qu'on aurait dû l'écrire. Mais tu comprends, si je t'invite, et si Valls devient président, je suis grillé. » Mais comment? Oui, parce que vous avez travaillé avec Manuel Valls. J'ai bossé 9 ans avec Manu, oui. Bonjour Manu, si tu m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Vous entendez toujours bien avec lui? Oui, mais ça va? on se respecte mutuellement. Voilà. Non, Manuel Valls, pas plus pourri, pas moins que les autres. Il n'est pas particulièrement pourri. Il est parti en Afrique dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelques années, beaucoup d'élus allaient en Afrique avant les élections, avant les élections, c'est pas pourquoi. Non, mais là, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je défends les élus. Moi aussi. Vous aussi? Je défends tous les élus, je défends les élus de base, les élus de proximité, celui qui se défonce bénévolement, le petit maire des communes. Ce que je ne défends pas, c'est les élus qui profitent du système pour vraiment se vautrer dans quelque chose du nom, parce que c'est des gens qui devraient être exemplaires. Manuel Valls et beaucoup sont exemplaires, mais pour l'instant... Manuel Valls et beaucoup. J'ai dit certains élus. Bon, d'accord. 30% des parlementaires... Oui. En revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à la Bible, puisque tout ce que je dis est factuel. Oui. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié et recoupé. Oui. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice, ou le fisc. Il n'y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis? Moi, si je fais ça, 3 mois après, on vend ma maison. 3 mois après, je passe en justice. Comment ça se fait que les élus, il faut 15 ou 20 ans pour que quelque part il y ait un procès qui se passe? Comment ça se fait que des élus qui ont truandé, je vais vous citer encore un autre exemple, Rambouillet, 20 millions d'euros, ils ont été payés par les habitants. Est-ce que c'est normal? Et en plus, c'est là où les gens sont 2 fois cocus. Comme il y a la protection fonctionnelle, non seulement l'élu, les habitants ont payé l'avocat, mais en plus ils ont remboursé les dettes. Et ça, il faut que ça s'arrête parce que les gens, je vais vous dire aujourd'hui, ils en ont marre. Ils ne croient plus à la peste, ils ne croient plus au choléra, ils n'ont pas envie des chemises brunes, ils n'ont pas envie des chemises rouges. Du coup, il y a des endroits où il y a 75%, 80% d'abstention. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça doit continuer? Je dis non et je l'écris dans le livre Pilleurs d'État. Moi, je le croyais quand j'ai commencé ma carrière d'homme politique, il y a très très longtemps. J'ai vu des maires qui disaient, je laisse ma place, j'ai fait assez de machin, j'ai fait assez de boulot comme élu, je deviens maire adjoint. J'ai compris après. Ils touchaient leur indemnité de maire adjoint, plus leur retraite de maire. Nous, quand on prend notre retraite, on n'a pas le droit de travailler plus haut que notre dernier salaire. Pourquoi ces gens-là peuvent cumuler? Comment se fait-il que des gens qui doivent être exemplaires, qui doivent nous montrer l'exemple, en ont plus que les gens qu'ils seront soi-disant censés représenter? Ça, c'est complètement anormal. Oui, et puis le casier judiciaire. Le casier judiciaire, je le dis depuis 2 ans. D'ailleurs, j'ai commencé sur votre antenne, dans une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, il y a 2 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge? Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire, si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça. Fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Ah voilà.
Là, c'est pilleur d'État, hein, chez Max Milo. Merci Philippe Pasco d'être venu nous voir. Merci. À bientôt. Je suis content de vous avoir donné la parole. Mais parce que moi, je suis content d'avoir eu. surtout si certains ne vous la donnent pas.